Hubert Védrine, bonjour. Bonjour. L'Union européenne a célébré le 60e anniversaire du traité de Rome ce week-end. Écoutons d'abord le pape en faire un commentaire. Ogni corpo che perde il senso del suo cammino, cui viene a mancare questo sguardo in avanti, patisce prima un'involuzione e a lungo andare rischia di morire. Hubert Védrine, vous étiez ministre des Affaires étrangères de la France quand l'Europe allait à peu près bien. A-t-elle été sauvée ce week-end à Rome ? Non, ce que les dirigeants à Rome ont exprimé, c'est leur souhait. Ils souhaiteraient que l'Europe réponde aux attentes en général, paix, développement, solidarité, etc. Mais il n'y a rien dans ce qui a été dit à Rome. Rien n'est tout à fait mauvais ni tout à fait toxique dans ce qui a été dit, mais il n'y a rien dans ce qui a été dit qui répond aux arguments des anti-européens. Encore ceux-là, ils sont idéologiques et bloqués, ils ne peuvent pas évoluer, mais tous les autres, tous ceux qui sont simplement un peu sceptiques, indifférents, ceux qui ne votent pas, vous voyez, ceux qui sont devenus allergiques à cause de ce que Jean-Claude Juncker appelle la réglementation à outrance. Tout cela, il n'y a pas de raison que ça les fasse changer d'avis. Et je pense que c'est une réunion et une déclaration qui aura extrêmement peu d'écho et qui, dans 8 jours, sera oubliée. Même si tout n'est pas mauvais quand on le lit. On se dit, si c'était possible, pourquoi pas. Mais comme il s'agit essentiellement de rattraper les peuples, le pape dit ça manque de direction. Oui, il n'y a plus de direction. Il y a le risque d'un système européen qui soit une locomotive sans wagon, vous voyez. Donc non, ça ne répond pas aux problèmes posés. Alors justement, dans votre dernier livre, Sauver l'Europe, vous parlez de la nécessité de combler ce fossé entre les élites européistes et les peuples. Est-il encore temps de rattraper les choses et de combler ce fossé? Bien sûr, c'est toujours temps. Mais moi, je suis très frappé depuis l'époque de la ratification de Maastricht en France, qui était passée à 1 point d'écart, alors que toutes les autorités influentes et importantes étaient pour. Donc depuis cette époque, je me suis dit, il y a un problème, et qui est que les peuples décrochent, ne soutiennent plus beaucoup. Il n'y a pas que les anti-européens, il y a tous les autres que je viens de citer. Donc pour moi, c'est la priorité absolue, et c'est beaucoup plus grave comme menace sur le projet européen à long terme que les provocations de Poutine, que les absurdités de Trump, ou même que la gestion du flot des migrants et réfugiés. La question est interne, essentiellement. Alors, comment répondre? À mon avis, c'est aux élites de faire un effort sur elles-mêmes, parce que ça fait maintenant 20 ou 30 ans que les élites européistes trouvent dégoûtant que les peuples veuillent garder de l'identité, de la souveraineté, être en sécurité, etc. Donc ils veulent balayer tout ça, en insultant les gens qui votent mal. Et ils pensent que si on avait plus de croissance et plus de redistribution, plus, je caricature un peu, mais plus Erasmus pour tous, ça irait. Je ne pense pas que ça suffise. Je pense qu'il y a un vrai problème d'identité, qu'il y a un vrai problème de... Dans le jargon, on appelle ça subsidiarité, vous savez, c'est-à-dire à quel niveau décide-t-on les choses. Et la machine a trop absorbé, c'est ce que Juncker, que je recite, appelle donc la réglementation intrusive, a trop absorbé de capacité de décision au niveau Bruxelles, beaucoup de choses qui pourraient être décidées au niveau national. Voilà, donc il me semble, moi, que pour les rattraper, il faut leur dire on vous entend, on vous écoute. On va clarifier tout ça. C'est l'opération subsidiarité, et l'Europe de l'avenir va se concentrer sur 2-3 grandes missions, mais pas surréglementer chaque détail sur la forme des concombres ou des prises électriques. Donc il y a un retournement opéré. On ne fera pas bouger les anti-européens, mais on pourrait récupérer à peu près tous les autres, et tous ceux qui pensent qu'il suffit d'annoncer la relance de l'Europe sans rien changer, à mon avis, seront cruellement déçus. Alors, vous parlez d'identité. Est-ce que les pays membres de l'Union européenne n'ont pas assez parlé finalement d'identité nationale et aussi des questions d'immigration? Est-ce que le sujet a été mal traité? Oui. Oui, le mélange était absurde, mais en tout cas, ça pouvait conduire qu'à une impasse complète. Mais il ne s'agit pas que le cisme. On parle de l'identité des nations. Elles sont là. On sait très bien que l'identité, c'est compliqué, c'est difficile à définir, mais tout le monde sait ce que c'est. En réalité, les gens le vivent sans avoir besoin que ce soit défini par un commissaire européen. Il s'agit simplement que le système européen ne les méprise pas. Qu'on arrête de parler des égoïsmes nationaux alors que ce sont des intérêts nationaux. On ne dit pas que le maire de Marseille est un égoïste quand il ne s'occupe pas de Paris. C'est idiot, cette espèce de langage condescendant. Il faut accepter ça. Et justement, il faut apporter des réponses raisonnables aux demandes d'identité, de souveraineté et de maintien d'un peu de souveraineté et de sécurité. Sinon, ça prend des formes extrêmes et complètement absurdes. Donc il y a une défaillance là-dessus. Il y a un changement de ton, mais il y a surtout une répartition des compétences et des pouvoirs qui redonnerait un peu d'oxygène démocratique
aux États-nations, et ça permettrait justement, avec des Européens redevenus assez ouverts, en tout cas assez disponibles pour continuer, ça permettrait de refixer 2-3 grandes fonctions au système européen pour après, notamment un Schengen qui marcherait, avec des vrais contrôles extérieurs, avec un droit d'asile harmonisé, avec une co-gestion avec les pays de départ et de transit des flux migratoires économiques, sur la base de quotas par métier. Enfin, il y a tout un ensemble, mais à mon avis, on ne peut pas simplement dire on va continuer à avancer quoi qu'il arrive et quoi que votent les peuples. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup citer, qui est le ministre allemand des Finances, M. Schäuble, grand Européen convaincu, un des derniers en Allemagne à parler d'un couple franco-allemand, et il a dit à plusieurs reprises l'année écoulée, c'est quand même impossible de ne jamais tenir compte des peuples. Donc c'est pas un appel au peuple pour qu'il se rapproche du discours des élites qui les méprisent. C'est dans l'autre sens. Donc c'est aux élites européistes, européennes en général, d'accepter ça et d'apporter une réponse raisonnable. C'est ça que moi j'appelle sauver l'Europe, parce que je suis très 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 attaché à ce qu'on arrive à sauver ce projet. Il y a d'ailleurs un point d'exclamation et pas un point d'interrogation dans mon titre. Alors, à Rome, les chefs de gouvernement et d'État de l'Union européenne ont redit leur volonté de faire face aux défis sans précédent qui menacent l'Union et de le faire dans l'unité. Mais l'unité, elle est un petit peu compromise aujourd'hui, notamment par le Brexit. Est-ce que le Brexit, Hubert Védrine, peut faire perdre son équilibre à l'Union européenne? Non, dans l'immédiat, non. Mais je vous étonnais, je ne suis pas absolument convaincu que ça ira à son terme, même si c'est très radical, très dur en ce moment. Après tout, il y a un référendum, Mme May n'a pas d'autre choix. Puis les Européens sont obligés de dire aux Anglais, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Bon, donc ça ne peut pas être autre chose que les propos catégoriques qui sont tenus en ce moment. Dans un an et demi, je ne suis pas du tout sûr que les Britanniques ne se disent pas, après tout, on a respecté le mandat du peuple, mais enfin ça ne marche pas, donc on veut rester. Et je ne pense pas que les Européens, dans leur ensemble, garderont l'attitude punitive et vengeresse qu'ils ont par rapport à la Grande-Bretagne. Donc il peut y avoir des évolutions. Cela dit, si le Brexit marchait bien... Évolution, soit que le Brexit n'aille pas à son terme, soit qu'il aille à son terme et que la Grande-Bretagne revienne au sein de l'Union européenne après le Brexit. Parce qu'il y a quelques personnes, il y a quelques voix qui plaident pour cette solution en Grande-Bretagne. Oui, alors on verra. Les hypothèses que je distingue, c'est soit le Brexit, finalement, ça marche bien, il se débrouille autrement, sans nous, et là, il y a un vrai défi pour l'Europe. Elle sera vraiment obligée de se réformer sérieusement et d'écouter sérieusement les peuples, pas en s'alignant sur des demandes démagogiques, etc., mais une vraie réforme du mode de fonctionnement qui redonne un peu d'air à la démocratie, c'est la fameuse subsidiarité. Ou alors, ça ne marche pas, mais les Britanniques s'en rendent compte avant, et avant le terme des 2 ans, ils disent... ce que je résumais, c'est-à-dire, ils disent on a essayé, mais ça ne marche pas, donc finalement, on préférerait rester. Et à ce moment-là, soit les autres Européens disent tant pis pour vous, vous êtes sortis, soit ils diront c'est quand même plus intelligent d'avoir la Grande-Bretagne avec nous, ne serait-ce que pour des raisons de politique étrangère, de sécurité, de ceci, cela. Donc on verra. Aujourd'hui, vous voyez, on est incapable de prévoir une élection 15 jours avant, donc personne ne sait ce que sera l'état d'esprit des Britanniques et des autres Européens dans un an et demi. Donc je pense que tout reste ouvert, mais pour le moment, c'est clair qu'il n'y a pas d'effet d'entraînement. Et que même l'ensemble des autres Européens qui sont énervés, pas très contents sur l'Europe, allergiques à la réglementation, etc., aucun d'entre eux n'a envie de sortir non plus. Mais il ne suffit pas de regarder dans les sondages en disant « mais tout va bien », parce qu'aucun autre pays ne veut sortir de l'Europe pour considérer que tout va bien. Ce serait une erreur. Déjà, on n'a pas tenu compte de l'étroitesse de Maastricht. On n'a pas tenu compte du rejet du traité constitutionnel en 2005. Il y a trop de choses dont on n'a pas tenu compte depuis 20 ou 30 ans, et maintenant, la situation est périlleuse, sauf si on repense le système. Donc oui, bravo à une relance européenne d'une Europe rénovée. Alors un pays, Hubert Védrine, la Grande-Bretagne, qui s'apprête à sortir de l'Union européenne, un autre pays, la Turquie, qui pourrait finalement ne jamais y entrer. Regardons ce que disait le président turc Erdoğan le 13 mars à la télévision turque. Maalesef Türkiye'nin bu yükselişini hazmedemiyorlar. Ama burada ne yazık ki 1. sırada Almanya var. Almanya çok acımasız bir şekilde teröre destek veriyor. Bak şu anda Merkel Hollanda'nın yanında olduğunu açıkladı. Nazizm, buna neonazizm diyebiliriz. Yeni Nazi akımı diyebiliriz. La Turquie dans l'Europe, Hubert Védrine, c'est terminé? Alors d'abord, ce que dit Erdogan, c'est évidemment n'importe quoi, c'est à usage interne, mais c'est déplorable qu'il soit obligé d'employer ce genre d'argument extravagant pour essayer de gagner
ces élections et ces référendums internes. Bon, je crois que depuis l'origine, on s'est un peu moqué des Turcs, et c'est pas bien. C'est pas bien parce que même si on est arrivé à un traité d'adhésion durement négocié, en réalité, on n'aurait jamais été capable de le faire ratifier. Un traité d'adhésion, ce n'est pas la Commission qui décide toute seule, il faut qu'il soit ratifié par l'ensemble des États membres. Bon, et ça ne serait pas passé. Même dans les parlements, il y a un certain nombre de pays qui accepteront jamais que la Turquie rentre, peut-être pour de mauvaises raisons. Enfin, l'histoire est là. Bon, donc on se moque un peu d'eux, mais les milieux démocratiques turcs, les milieux économiques qui voulaient avoir l'accès au marché européen, trouvaient, on sait bien qu'il y a tout ça est à double fond, mais en fait, on a besoin de ce levier pour moderniser le pays. Mais on est dans un contexte tout à fait différent. Donc l'objectif à terme devrait être de nous libérer de cette situation embarrassante, mais qui n'est pas que de la faute des Turcs historiquement, mais aussi de la nôtre, et d'arriver à une situation où on serait capable de dire la Turquie, en fait, n'a pas vocation à entrer dans l'Union, c'est autre chose, mais c'est un pays extrêmement important, stratégique, et on veut avoir avec une relation stratégique, mais qui ne relève pas de l'adhésion. Donc il n'y a pas l'histoire des 4 libertés, y compris la liberté de circulation des populations. Mais comme on a beaucoup, comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, qu'on a beaucoup promis, beaucoup menti, aussi, ils ont fait semblant, compliqué de se dépêtrer. Alors je ne sais pas, de toute façon il y a une crise à la sortie. Alors qui décide du moment de la crise? Apparemment pour le moment c'est plutôt Erdogan. Mais comme on est terrorisé à l'idée qu'il relâche tous les réfugiés, il faudrait qu'on soit capable en Europe d'avoir refait notre Schengen et d'être capable de gérer rationnellement, mais généreusement aussi, tous les afflux de réfugiés pour dire vous faites ce que vous voulez avec les réfugiés. Vous les gardez, on vous aide. Ils viennent en Europe, on s'en occupe. Si on était capable de se libérer de cette situation, on serait moins sensible au chantage turc conjoncturel. Mais même si on arrive à ça dans la durée, je crois que le moment est venu de penser à un autre type de relation entre la Turquie et l'Union européenne. Il n'y aura pas zéro relation, mais c'est une relation d'un autre type. C'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre fin à cette hypocrisie qui est à l'origine des relations entre l'Union européenne et la Turquie depuis plusieurs années, quoi. Ça serait très bien de mettre fin à cette hypocrisie, à condition qu'on arrive à le faire sans tout casser, parce que de toute façon, la Turquie sera là, et c'est un pays réellement important à tout point de vue. Et il ne s'agit pas de le rejeter, hein. On aurait dû commencer par là, en réalité. On aurait dû avoir un partenariat stratégique à l'époque où le monde n'était pas encore galvaudé, et puis le renforcer petit à petit. Mais ça devrait être d'une autre nature que la question de l'adhésion. Donc il faut se sortir de ça. Vous avez raison, c'est une hypocrisie. Sortir de ce piège linguistique. Mais bon, c'est un peu dommage que ce soit Erdogan lui-même, à travers un espèce de flot d'insultes extravagantes, qui dise ça. Mais mentalement, il faut qu'on se prépare à cette clarification pénible, inévitable et finalement salutaire. Alors, devant nous refaire l'unité de l'Europe, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, Hubert Védrine.